Donc aujourd'hui, je suis plus gagnante en étant locataire parce que j'ai moins de charges et j'ai plus de capacité d'emprunt pour investir dans un bien qui me rapportera plus d'argent, plus rentable. Mes plus gros investissements sont entre deux grandes villes, à 30 minutes de chaque ville, donc je suis au milieu. Et ça me permet de faire énormément de cash flow. C'est-à-dire que j'achète des biens qui sont pas très chers, je les rénove, parce qu'en réalité, il y a très peu de monde sur le marché. En Ile-de-France, moi je recommande vraiment les petites surfaces, les plus petites surfaces possibles. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amaury Tonkelec, c'est Allô la Martingale. Soyez les bienvenus dans la libre antenne de votre argent. Une spéciale investissement immobilier aujourd'hui. Si vous avez ça en projet, si vous êtes en plein dedans, même si vous avez déjà pas mal d'expérience, on a deux personnes exceptionnelles pour vous coacher là-dessus, donc restez avec nous. Je rappelle le principe, vous nous laissez un message sur le WhatsApp de la Martingale en allant directement dans notre Linktree, qui est par exemple dans la description de notre compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram, on est bientôt à 19 000 abonnés et ça fait plaisir. Ou alors, vous nous écrivez directement par SMS au 07 49 76 11 67 à l'ancienne. Tout est permis ici, l'argent n'est pas un tabou, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé, on vous répondra. Question, objectif, situation, plus vous nous mettez de contexte, mieux on pourra vous aider. Et pour vous répondre aujourd'hui, place aux jeunes. Au départ, elle ne rêvait pas spécialement de béton, de travaux ou de rentabilité nette. À 24 ans, elle achète son premier bien immobilier et visiblement, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée depuis. Les années passent, les projets s'enchaînent en France, à l'étranger, jusqu'à constituer un patrimoine, tenez-vous bien, de 36 biens pour 2,5 millions d'euros, avec une spécialité, dénicher des bonnes affaires là où les autres ne regardent plus, surtout dans l'ancien. Entre-temps, elle crée sa propre structure pour accompagner celles et ceux qui veulent investir intelligemment, quitte à faire construire une villa à Bali sans jamais y être allé. Ornella Poulain est avec nous. Salut Ornella. Salut Amaury, Bon. merci pour l'accueil. Avec plaisir et puis bravo parce que tu n'as que 31 ans aujourd'hui et donc tu es investisseuse immobilière et fondatrice d'Ornella Conseil Invest. Bienvenue Ornella. Merci. Au départ, rien ne le prédestinait vraiment à l'immobilier. À 17 ans et demi, il commence pourtant à s'y intéresser sérieusement et le jour de ses 18 ans, il signe son tout premier rachat. Le problème, c'est qu'au moment de la signature, chez le notaire, après un gros orage, il découvre de l'eau sur les murs et de la mérule. Première maison, grosse claque. Une leçon apprise très tôt. Le vrai risque en immobilier, c'est pas d'acheter, c'est de mal analyser et de ne pas anticiper. Sans bac, sans brevet, il se forme seul, passe à l'action, structure. Aujourd'hui, il dirige un groupe de sociétés autour de l'immobilier, de la rénovation, avec un focus très clair sur les immeubles de rapport et la création de valeur à long terme. Il gère une quinzaine de lots pour environ 1,8 million d'euros de patrimoine brut, tout en documentant son parcours avec transparence sur les réseaux. Louis Daïf est avec nous. Salut Louis. Salut, merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Et puis tu es donc investisseur immobilier et puis tu es le plus jeune invité d'Allô la Martingale puisque tu n'as que 21 ans. Donc voilà, c'est incroyable. Puis même toi, on est là, plus jeune invité, parce que j'avais jamais eu d'invité, je crois pas, qui avait moins de 31 ans. Donc voilà. Et puis bravo à tous les deux, parce que en termes de patrimoine là, brut immobilier, Louis 1,8 million et Ornella 2,5 millions à 31 ans. Donc 21 ans 1,8 et 31 ans 2,5. Bah, je pense que voilà, vous allez nous expliquer, mais en tout cas, deux parcours inspirants pour cette émission aujourd'hui. Je vous propose qu'on écoute un premier vocal. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est Pierre qui nous a envoyé un message. Et bien, on va l'écouter tout de suite. Attendez, stop. Si vous écoutez Allô la Martingale, c'est que vous voulez commencer à investir ou alors mieux investir. Et c'est déjà super. Mais on le sait, trouver le bon partenaire qui va vous accompagner là-dedans, c'est pas évident. On compare, on demande des avis, et puis on hésite. Alors le plus simple, c'est de faire ça avec quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Mon idée pour vous, mon partenaire, Amundi. Amundi fournit des produits d'investissement à plus de 100 millions de personnes dans 35 pays et sur les 5 continents. C'est le premier gérant d'actifs en France et en Europe et c'est le seul acteur européen dans le top 10 mondial. Ils ont plus de 2200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Ça fait 30 ans qu'ils sont sur les marchés. Alors les crises, ils en ont traversé, ils savent les gérer. Autre avantage, la diversité de leurs solutions. Quel que soit votre objectif, vous en trouverez forcément une qui vous conviendra. Par exemple, pour préparer votre retraite. Gestion passive avec des ETF, gestion active, expertise immobilière et actifs réels type private equity ou dette privée et même des fonds thématiques sur tout type de classe d'actifs. Amundi, c'est vraiment le partenaire de confiance. Pour rappel, investir implique des risques. Amundi est une société de gestion agréée par l'AMF et c'est le leader européen selon le classement du magazine IPE, magazine de référence dans la gestion d'actifs. Pour vous renseigner, rendez-vous sur amundi.fr. Allez, on retourne à vos questions. Hello Amaury et salut à l'équipe de Allô la Martingale.
Voilà, je vous contacte parce que j'avais une petite question sur, l'investissement immobilier et surtout sur, quelle stratégie de départ, on va dire adopter. Je me demandais, est-ce qu'il vaut mieux acheter d'abord sa résidence principale ou alors est-ce qu'il faut que je commence par un investissement, locatif? Et dans ce contexte, surtout dans ce contexte actuel, comment en fait je peux présenter correctement mon dossier à une banque aujourd'hui, pour maximiser, mes chances et surtout obtenir facilement mon financement? Parce que, donc je me suis un peu renseigné et je me pose la question du risque, notamment. Qu'est-ce qui se passe si un locataire ne paie pas? Et enfin, est-ce que c'est encore possible, d'emprunter sans apport en ce moment? Heu, Ça m'a l'air quand même un peu compliqué. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Au revoir. Merci beaucoup Pierre pour ta question. Écoute, c'est intéressant parce que cette question, il y a beaucoup d'investisseurs, d'investisseuses qui se la posent. C'est un peu la classique, plusieurs questions dans la question, mais comme ça répond à un vrai besoin, et on va répondre tout de suite à Pierre et à tous les gens qui se posent cette question. Alors peut-être le grand débat, Ornella, pour commencer, est-ce que j'achète d'abord ma résidence principale avant d'investir, de faire du locatif, ou alors j'achète pas ma résidence principale et je commence c'est-à-dire que je reste locataire, mais j'achète pour louer. Alors, c'est un vrai sujet parce que la plupart de mes clients me posent cette question. C'est vraiment une question qui revient souvent. Alors, moi, pour ma part, de par mon expérience, j'ai commencé par acheter ma résidence principale. Parce que j'avais aucune expérience au départ dans l'immobilier, mais je savais que cet appartement que j'ai acheté, c'était une bonne affaire. Je l'ai acheté dans les Yvelines et je savais que ça allait me rapporter une plus-value par la suite, à la revente. Donc, je me suis dit, c'est une bonne chose. Par la suite, j'avais pensé à le louer. Et j'ai fait des calculs et je me suis dit, je vais sortir de l'argent, ça va me coûter de l'argent de le louer. Parce qu'au final, je l'ai acheté à un prix dans les 250 000 euros. Et à la location, c'était dans les 1 000 euros. Mais moi, j'avais un crédit de 1 300 euros environ. Donc, j'allais être perdante. Voilà, donc, les mensualités de ce que tu peux gagner en louant, ça couvre pas totalement les mensualités de crédit que tu avais, quoi. Exactement. Donc suite à mon expérience, moi je me suis formée dans l'immobilier parce que c'était pas du tout mon domaine avant. Donc c'est pour ça que suite à cette formation, j'ai acheté plus d'une trentaine de biens immobiliers et ensuite j'ai enchaîné. Donc j'ai été propriétaire de 2 résidences principales que j'ai revendues. Donc la première j'avais revendue avec plus-value, la deuxième non. Donc c'est pour ça aujourd'hui, maintenant, c'est mon avis. Je reste locataire. Pourquoi ? Après, tout dépend d'où on investit. Mais dans des grandes villes, par exemple, où si on sait que forcément sur Paris, le prix au mètre carré est très élevé. Et si on achète un appartement, forcément, les mensualités de crédit seront très élevées aussi. Et les loyers, comparés aux loyers, les loyers sur Paris seraient plus faibles que le crédit. Donc, moi, aujourd'hui, par exemple, l'appartement aujourd'hui que j'ai en location, je paye 1 000 euros de loyer par mois. Mais si j'avais le même à l'achat, j'aurais payé 1 500 euros. Donc aujourd'hui, je suis plus gagnante en étant locataire parce que j'ai moins de charges et j'ai plus de capacité d'emprunt pour investir dans un bien qui me rapportera plus d'argent, plus rentable. Là, je parle de l'Île-de-France. Donc aujourd'hui, c'est ma décision. Et par la suite, si je veux déménager, ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai pas de bien à vendre, donc je suis beaucoup plus libre. Donc c'est mon choix aujourd'hui, c'est ce que je ferai. Donc toi, tu préfères, t'es plutôt team ne pas acheter sa résidence principale et plutôt faire du locatif, comme on parlera après. Ensuite, dans l'émission, Louis, tu penses quoi ça de toi ? Moi, je trouve que, en fait, je pense qu'officiellement, acheter sa résidence principale, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que dès le début, la première opération que tu dois faire, c'est une résidence principale. Mais la petite subtilité, c'est que c'est pas pour y vivre, c'est pour faire une grosse plus-value. Ensuite, moi je pense que c'est ce que j'avais fait. En fait, j'avais acheté un appartement où j'ai fait une belle plus-value. J'ai réinvesti cette plus-value dans un bien en locatif. J'ai vécu dedans 3 ou 4 mois. Et maintenant, pour répondre un peu à ce qu'elle a dit, je suis et locataire et propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai fait pour ma structuration patrimoniale, c'est que j'ai créé une SCI qui a acheté ma résidence principale, mais je suis locataire, parce que je loue à ma SCI. Et ça fait qu'en fait, quand je vais aller voir les banques, je vais leur dire, je suis locataire d'un bien qui est à moi, mais il n'est pas à mon nom propre. Donc je n'ai pas d'encours personnel, mais j'ai un encours professionnel. Ok, d'ailleurs, on a des questions sur les SCI. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on va faire en fin d'émission. Restez avec nous si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais là, pour être très concret, Ornella, toi, tu recommandes pas forcément. Louis, toi, tu l'as fait, mais est-ce que tu le recommandes vraiment ? Parce que tu as fait une sorte de montage un peu derrière. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il faut acheter sa résidence principale Si la question, c'est d'acheter sa résidence principale pour y vivre, clairement, non. Donc, en fait, vous êtes du même avis, quelque part. C'est juste la stratégie de l'acheter officiellement
pour faire de la plus-value, mais pas pour y vivre. Parce que sinon, ça va te bloquer par la suite. D'accord. Mais donc vous êtes tous les deux team, ne pas acheter, enfin, on parle d'un investissement évidemment, ça vous fait plaisir de le faire et tout, c'est autre chose, ça vous rassure, mais patrimonialement parlant, si vous voulez maximiser votre enrichissement, entre guillemets, vous deux, vous dites, bon voilà, je ne vis pas dans ma résidence principale. En quoi c'est un frein d'ailleurs ça ? Pourquoi est-ce que selon toi c'est pas pratique de simplement d'habiter dans sa résidence principale ? Au-delà du côté, du coup je suis moins mobile. Tu vois, en quoi ça bloque simplement de vivre dans sa résidence principale pour les prochains investissements ? D'acheter sa résidence principale ? Ouais, pardon, d'acheter et de vivre dedans, du coup. D'acheter, de vivre. Alors, les banques, en général, elles préfèrent qu'on achète notre résidence principale avant. Bah, c'est ça, j'allais y venir, tu vois. Je me suis dit, pour la banque, peut-être que ça rassure. Et finalement, oui, non. Ça rassure. Moi, comme je disais, j'ai commencé par ça. Mais aujourd'hui, on peut, si on a un bon rapport avec le banquier, on peut très bien lui expliquer cette situation-là. Donc, les banquiers, voilà. Ouais, on n'a pas tous des rapports, on n'a pas tous des bons rapports avec les banquiers. Mais ça se crée. Ça se crée hyper facilement. Ça se crée, oui. Ah, ça se crée avec la confiance. Il y a des techniques pour ça. Et donc, c'est ce que j'accompagne aussi mes clients dans le coaching un petit peu bancaire aussi. Et faut leur expliquer pourquoi. Parce que les banquiers, ils sont là pour. Enfin, ils y connaissent pas forcément. Certains n'y connaissent. Ok, rentrons dans le dossier de la banque. Alors, vous avez répondu à la première question, mais je pense que pour répondre aussi, pour justifier cette première question, on va en parler là. Quand on arrive à la banque, comment est-ce qu'on prépare son dossier ? Alors, peut-être deux cas, soit un banquier ou une banquière qu'on connaît, ou soit alors quand on va démarcher une banque pour pouvoir faire l'emprunt. Comment ça se passe ? Ornella, t'arrives à la banque, comment tu gères ton truc ? C'est quoi tes conseils à donner là-dessus ? Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait carrément un business plan, comme si je vendais mon entreprise. Enfin, voilà, je viens voir le banquier, je dis voilà mon projet, voilà combien il me rapporte, voilà, ça s'autofinance. Et donc en fait, il faut vraiment convaincre le banquier. Mais avant même que tu aies fait quelque chose. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui veut signer, qui n'a rien fait. Exactement. Comme moi, quand j'ai commencé au début, je n'avais jamais investi. J'arrive avec le dossier complet, avec mes 3 derniers relevés de compte, fiche de paye, dernier avis d'impôt. Bon, après, la banque peut demander des informations complémentaires, mais au moins, un dossier, on arrive. Voilà, mon projet. Donc, le banquier, il a les feuilles, il a le dossier dans les mains, il regarde. Voilà, je veux investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Voilà combien ça va me rapporter. Aujourd'hui, c'est important d'investir, de faire travailler son argent. Donc tu coaches le banquier, quoi. Et voilà, c'est ça. En fait, il faut dire. Et moi, ça m'est déjà arrivé, un banquier qui me dit c'est bizarre, c'est un peu trop rentable, c'est bizarre. Ouais. Je dis ce banquier-là, je suis partie, je suis pas allée plus loin parce que c'est une mentalité qui n'est pas la mienne, mais je suis allée voir 3 banques et les 3 femmes, les 3 banquières étaient comme ça, waouh et tout, c'est génial, c'est bon, on te suit quoi. Ah, ils t'ont suivi du coup. Ouais. Ils t'ont suivi. T'étais en CDI à ce moment-là ? J'étais en CDI à ce moment-là. Ça a joué ? Oui. Ça change tout. Ouais. Franchement, c'est ce que je dis. J'ai des clients qui viennent me voir des fois et qui me disent bon, on est là, voilà, j'aimerais lancer mon business, mais j'aimerais aussi investir dans l'immobilier. Moi, je leur dis trouver un CDI. Parce que même nul, mais histoire d'avoir. Voilà, c'est ça. 3 mois, valider la période d'essai parce que les banques, elles veulent une période d'essai validée. Ouais. Pour eux, c'est la sécurité, ça les rassure. Alors que moi, quand j'étais en CDI, je me suis fait licencier. Hein, donc, tu peux même quitter ton CDI et emprunter après avec les anciennes fiches de paye. Ouais. C'est possible. Ah oui, je savais pas ça. Non, mais c'est vrai que c'est fou, ça rassure, c'est que parfois, quand il y a des fondateurs de boîtes qui ont des gens en CDI, des salariés en CDI. Les salariés en CDI peuvent emprunter, mais le fondateur, lui, peut pas emprunter. Alors que c'est un peu lui dont dépend la survie de la boîte. C'est des choses qui arrivent vraiment. Donc c'est vrai que le CDI en France pour emprunter, c'est vraiment un truc de fou. Louis, là-dessus, toi, t'as dû vécu un peu là-dedans. Toi, quand t'avais commencé, t'étais en CDI ou pas ? Ouais, j'ai commencé, j'étais en CDI, j'avais pas encore validé ma période d'essai. Après, je nuancerai juste quelque chose. C'est que pour moi, le financement bancaire ne commence pas à partir du moment où tu vas à la banque, mais bien avant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut anticiper 3 mois à l'avance avec les relevés de compte. Pas aller au tabac, pas jouer au jeu à gratter, pas de restaurant. Tous les mois, tu vires déjà, par exemple, si ton crédit est de 600 €, soit tu as un loyer qui est de 600 €, donc tu pourras justifier que tu pourras le payer, soit tu vires des fonds tous les mois avec un virement automatique. En fait, la banque reste une entreprise. Il faut rassurer le banquier même avant même de l'avoir vu. Tu fais le ménage un peu en tes comptes avant. Tu anticipes. Si ton dossier est 100% clean, que tous les mois tu vires de l'argent, que tu montres que tu es déjà capable de rembourser quelque chose que tu n'as pas encore, ce sera beaucoup plus simple. Par la suite, une fois que tu arrives dans le bureau du banquier, première chose, tu rentres, tu analyses le bureau.
Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des photos d'enfants? Est-ce que tu vois qu'il fait du sport? Tu t'intéresses à lui parce que ça reste Putain, c'est quelqu'un. mentaliste là. Mais il faut. Ouais. Mais quand tu business avec quelqu'un, quand tu vas négocier quelqu'un, tu vas pas travailler tête baissée, tu vas pas lui rentrer dedans. Tu vas commencer à lui parler de sa famille, du fait que vous avez les mêmes passions. Tu crées un lien qu'il a avec personne d'autre. Et quand il va penser à un bon client, il va penser à toi et pas à quelqu'un d'autre. Moi, quand j'y allais, ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Tu vas dans un bureau, tu regardes tes enfants. Ah, ils ont quel âge? Ils s'appellent comment? Ah, vous faites quoi comme sport? Tu t'intéresses. Et ensuite, t'arrives avec un dossier où t'as exactement tous les chiffres qui sont posés. Moi, j'arrive avec mes chiffres posés sur un tableau. Bénéfices, pertes, enfin tout ce qu'il y a, patrimonial. Pourquoi je le fais? Pourquoi ce bien-là? Ensuite, j'ai une présentation de mon groupe. Chaque société, combien elle gagne annuellement, les bénéfices, les pertes. Vraiment, je justifie tout. Le projet moi, je prépare un PDF où j'ai la ville, les associés, l'emplacement, quel est l'intérêt de ce bien, quelles sont les solutions de secours si ça marche pas. Je fais du Airbnb, ça marche pas, bon bah je peux le louer en courte durée ou je peux le revendre et je fais une plus-value. Et ça, même question que je posais à Ornella pour des gens qui commenceraient, tu vois, qui n'ont pas forcément Ouais. le track record d'Ornella ou le tien. Louis, tu commences, ok, à part créer la bonne relation avec le banquier, quand t'as pas fait tes preuves, entre guillemets, en tant qu'investisseur immobilier, tu vois, comment ça se passe? C'est pareil, en fait il faut faire en sorte que tu sois directement professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, si un banquier tu arrives, tu lui présentes un dossier et qu'il a aucune question à te poser. Parce que quand tu vas avoir le banquier, il faut que tu prépares ton speech en amont. Tu vas pas au feeling et dire j'ai envie de faire ça, t'as pas le droit de réfléchir. C'est comme si tu présentais un investisseur. C'est le banquier qui investit en toi en réalité, même si c'est pas son argent. Il faut que quand il ait ton dossier en main, il n'ait pas de documents à te demander et qu'il n'ait pas de questions supplémentaires. Tout est clair pour lui. Ok. Donc plutôt CDI quand même, si on peut, C'est plus au simple. départ. En tout cas, pour les 2-3 premiers biens, c'est plus simple d'avoir un CDI parce que ça rassure. Parce qu'en fait, même si on peut perdre un CDI, normalement, tu auras potentiellement du chômage. Tu as moins de chances que tu es quand même en France où c'est très réglementé le CDI. Donc, à part si toi, tu décides de le quitter, c'est quand même compliqué de se faire virer. C'est pour ça que ça les rassure, évidemment. Autre question, toujours dans la relation au banquier. Ornella, est-ce qu'on peut emprunter sans apport aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ok. C'est toujours possible. C'est plus Merci. compliqué. On va aller déjeuner. C'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Il y a des techniques. Par exemple, souvent, les banques, elles demandent 10% ou les frais de notaire en apport. Ce qui équivaut à peu près à 10%. Mais on peut, par exemple, faire un acte en main. Qu'est-ce que c'est l'acte en main? C'est qu'en fait, c'est que les frais de notaire sont à la charge du vendeur. Donc, ils sont inclus dans le prix d'achat. Et donc, du coup, la banque, c'est le prix de vente, en fait. Donc, dans le prix de vente, les frais de notaire sont inclus. Alors, attends, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais une sorte acte en main. Alors, rappelle ce que c'est quoi? C'est le... Donc, imaginons, tu achètes un bien 100 000 euros. Ouais. Je sais pas, tu as 10 000 euros de frais de notaire. En fait, la banque va voir que tu achètes un bien à 110 000 euros. Ok. Voilà. Et du coup, c'est quoi un peu le... Donc, le en hack? fait, ça, c'est tous les notaires ne savent pas faire ça. C'est vrai. Donc, moi, j'ai une notaire qui a l'habitude de faire ça. Donc, j'ai déjà fait pour des clients. Donc, c'est sur l'acte notarié. En fait, c'est juste des écritures sur l'acte notarié, quoi. En fait, tu payes. En fait, quand tu achètes la maison, tu l'achètes directement avec les prix de notaire inclus. Et c'est le vendeur qui va les payer par la suite. Du coup, pour lui, ça change rien. Et Exact. pour toi, ça te permet de financer sans avoir les frais de notaire, parce qu'en réalité, ils n'existent pas. Mais donc ça... mais le banquier, il sait ça? Il le voit pas. Il ne le voit pas. Parce qu'en fait, tu as des lignes, quand tu as une promesse, quand tu fournis une promesse, tu as une ligne qui est achat de l'opération, enfin du bien, et il y aura écrit 110 000 euros. Alors que de base, il y a écrit achat de l'opération 100 000 et frais de notaire 10 000. Mais s'il y a 0 euros de frais de notaire, t'as pas à mettre d'apport. Parce que eux, les banques justifient par le fait que tu dois payer les frais de notaire pour les rassurer. Mais alors, pour être sûr d'avoir bien compris, s'il y a marqué pas de frais de notaire, le banquier, il se dit pas, il y a un truc chelou? Il envoie au siège et c'est parti. Ils réfléchissent pas plus que ça. Ça reste. En fait, les frais de notaire, on peut les mettre à la charge de l'acquéreur ou du vendeur. Ok, et ça, vous pouvez dealer du coup que ce soit Exactement. côté vendeur. Ça, c'est comme les Faut frais qu'il accepte, d'agence. par contre. Faut qu'il accepte, ouais. Parce que Mais souvent- en tout cas, voilà, vu que c'est pas commun, il faut bien expliquer au vendeur que ça ne change rien pour lui, que lui, il aura son montant à lui, et que c'est pour que ça passe plus facilement auprès de la banque pour l'acquéreur. Il faut bien être transparent avec. Mais Et y a aucun d'habitude, alors juste pour bien comprendre, d'habitude, un acheteur et un acquéreur, ils payent pas de frais de notaire? Il y a Ils que payent des frais de notaire il y a quand que même. l'acheteur qui paye les frais de notaire, pas le vendeur. Oui, mais du coup, si toi tu viens et que tu veux acheter justement, Oui. Si tu lui dis, c'est toi qui vas payer, Oui. il va peut-être se dire. Bah non, parce que tu rajoutes au montant. Par exemple, si tu négocies à 100 000 euros le bien, tu vas lui dire je vous verse, en gros, pour être transparent, je vous verse 110 000. C'est-à-dire que lui, il touche les 100 000 qu'il voulait. Après, en fait, en premier temps, tu fais la première négociation qui est le niveau prix. Comme ça, vous mettez d'accord sur un prix, tu te mets d'accord à 100 000. Et par suite, tu lui dis, moi, je vous rajoute 10 000 euros sur la promesse, et c'est vous qui payerez les frais de notaire.
Ça change rien pour lui, et nous, ça change tout. Ah, tu lui donnes plus d'argent et Exactement. derrière, voilà, et c'est ça qui explique que la banque derrière ne vous embête pas là-dessus. Exactement. Quoi. Dans Ok. tous les cas, l'argent, il arrive sur le compte du notaire. Et c'est le notaire ensuite qui fait la répartition de tout. Donc, dans tous les cas, le vendeur, il aura le montant qui a été négocié au départ. Et ça s'appelle comment ça, tu disais? L'acte en main. Acte en main, ok. Non, mais intéressant. Est-ce que ça suffit, ça, franchement Après, il y si a on autre arrive à chose. faire ça, vas-y. Aussi, il y a, pour pas, alors, il y a, en fait, quand tu mets de l'apport, c'est de l'apport que tu mets directement ou indirectement. C'est-à-dire que tu peux faire une avance d'apport. Tu as deux manières. Tu peux te dire, je nantis de l'argent. C'est-à-dire que la banque, au lieu de te prendre les fonds, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les bloque chez elle. Quel est l'intérêt? En fait, le but, c'est que souvent, par exemple, si tu achètes un bien à temps et que tu places 10 000, c'est 10%, et bah, ces 10 000 euros que tu vas placer, ils vont quand même te rapporter de l'argent. Si on les place avec la banque, ils vont nous rapporter 1,80, 2% en fonction de l'endroit où c'est placé. Donc, l'argent est bloqué chez la banque jusqu'à temps que le crédit soit remboursé. Et ça permet de les rassurer, mais de garder de l'épargne officiellement. Et comme ça, quand tu vas revoir une autre banque potentiellement, tu as toujours de l'épargne de côté qui n'a pas disparu. Et la troisième solution pour récupérer son apport, c'est de prendre des travaux et de les récupérer. Donc tu les avances 10 000 euros, et tu dis, bon bah voilà, il y a 20 000 euros de travaux, tu prends 30 et tu les récupéreras par la suite. Oui. C'est, Ça, c'est une technique aussi. en fait, il faut juste savoir le faire, le mettre en avant, calculer quelle est la meilleure et la négocier. Mais à chaque fois, en fait, l'idée, c'est toujours de cacher, entre guillemets, c'est ce genre de dépenses-là à la banque. C'est un peu ça la technique. J'ai un exemple à donner. Par exemple, j'ai un client, il me dit, ouais, on est là, voilà, j'aimerais faire des travaux dans ma résidence principale. Je dis, ok, on peut rajouter une enveloppe de 30 000 dans ton nouveau crédit là, pour l'achat de ton investissement locatif. Ouais. Il l'a fait, il dit, bon, bah finalement, j'ai pas fait 30 000, j'en ai fait 10 000. Bah, tant mieux, comme ça, bah, Ouais. tu as Un tu prochain apport. constitues une épargne supplémentaire, un apport supplémentaire, tu le gardes. Ok. Donc d'accord. ça, c'est possible aussi, ouais. C'est là où la stratégie d'investir et d'être accompagné par des gens comme moi et Ornella change tout. Parce qu'on fera, en fait, l'investissement que tu vas faire en travaillant avec nous, tu vas investir un peu de fonds, mais en réalité, tu vas faire x10, x20 derrière, parce que nous, on aura toutes les stratégies, et on va pas se mentir, elle a 2,5 millions de patrimoine, j'en ai 1,8 million. Si on est arrivé là, c'est qu'on n'a pas eu 1,8 million sur le compte. Regardez C'est- comme ils se vendent bien, là. Non, mais tu vois, ce que C'est vrai. je veux dire, c'est que, je pense C'est un pas. bon vendeur. T'as Louis. pas eu Tu de le donation de 2,5 millions, j'ai pas eu 1,8 million. On a juste sucré de la valeur avec de l'argent qu'on n'avait pas réellement. Là où l'investissement immobilier est important. Non, ok. C'est vraiment l'avantage en France, c'est il faut vraiment utiliser le levier bancaire parce que c'est vraiment grâce aux banques qu'on peut s'enrichir si on fait les choses correctement et soit on se forme, soit on se fait accompagner. Parce que si c'est pas le cas, ça peut nous coûter très cher. Je te demande une question comme ça en direct, mais t'as combien en valeur de crédit? Tu sais ou pas par rapport à ton patrimoine? Combien tu as d'encours? Combien j'ai d'encours Elle a pas révisé la question, je crois. Ça, j'ai pas. Mais c'est à Moi, peu je près. sais. C'est à peu près. Non, mais je trouve que c'est important pour montrer combien t'as 1 levé. 1,7 million. Tu vois, donc t'as créé quasiment 800 000 euros Mhm. avec de l'argent que t'as pas. Ouais, les biens, ils ont pris. Et puis t'as pris la plus-value, valeur. j'imagine. Oui, parce qu'évidemment, quand on parle de votre patrimoine brut, après, il y a évidemment le levier Ouais. bancaire, etc. C'est pas de l'argent là que vous avez tout de suite. On a sur les comptes en forcément réalité disponible, de fonds dispo. Moi personnellement, je sais que j'ai pas beaucoup de fonds dispo parce que je réinvestis énormément et j'ai très peu d'encours bancaires. Non, mais c'est important d'expliquer ça. Parce que souvent, dans patrimoine, C'est on brut, l'a hein. vu même Ça fait avec rêver. la, Il y a avec du la brut taxe et il y a le Zucman net. aussi. Ouais. Et tout le monde, les Ouais. députés n'ont pas tous compris. Mais c'est vrai que quand on parle de patrimoine, c'est pas de l'argent forcément liquide, Oui. quoi. hein. Exact. Bah c'est Donc, même ça. souvent moins Ouais. d'argent Donc c'est liquide. important de bien dire patrimoine brut ou net, mais c'est vrai Non, que. non, c'est clair. Autre question que Pierre posait, il se demandait un petit peu, ça c'est la classique, moi que j'entends un peu, c'est ok, l'immobilier c'est bien parce qu'il y a le levier bancaire, mais c'est que des emmerdes. Et une des emmerdes, c'est si le locataire paie pas. C'est un des trucs, non mais qui font un peu peur à pas mal de gens. Alors on est là, qu'est-ce que tu réponds à ça honnêtement? Alors aujourd'hui, il y a des garanties maintenant. Moi, j'utilise beaucoup à titre perso pour mes locataires. Je leur demande systématiquement la garantie Visal. Ok, Donc, c'est alors un explique ce que c'est. dispositif d'action logement. Moi, ça a toujours fonctionné pour moi parce que ça a toujours fonctionné. Donc, je demande vraiment aux locataires de créer leur espace sur le site visal.fr. Et en fait, on va dire que c'est Action Logement qui se porte garant pour le locataire. Donc, c'est-à-dire que si le locataire ne paye pas le loyer dès le premier mois, déjà, il n'y a pas de carence et c'est gratuit. Donc, moi, j'ai déjà testé 2-3 fois et j'ai toujours été payée pendant 3 ans. Et après, il y a une procédure qui est mise en place parce que le locataire, il est expédié à peu près, c'est 3 ans à peu près les procédures en France. Et donc du coup, c'est Action Logement qui mandate un huissier qui vient sur place et qui déloge le locataire, mais au bout de 3 ans.
Ouais, d'accord. Non, parce que ça peut faire peur aux gens. Ils se disent, attends, pendant 3 ans, j'ai... Parce que souvent, quand ils payent pas, ils te détruisent le logement. Souvent, c'est un package. Moi, je trouve que c'est rarement quelqu'un qui paye juste pas. Moi, ça m'est pas arrivé. Il Ah ouais payait pas, mais là, j'ai retrouvé le logement. Ça, un gros coup de ménage, mais Ok. pas détruit. Non, non. Ok, d'accord. Et Louis, Moi, la garantie Visal, j'étais en plein dedans il y a encore une semaine là. En fait, j'ai loué un appartement à une dame qui paraissait en tout cas très bien, jusqu'à temps qu'ils arrivent à 15 dans l'appartement et qu'ils me détruisent l'immeuble. Et du coup, j'ai mis des vidéos sur Insta parce que c'était un carnage. J'ai dû tout renduire, tout repeindre, changer la cuisine. Ils m'ont démonté les meubles, cassé les carreaux. Alors là, il y avait une terrasse de 90 mètres carrés. Les chiens ont mangé les volets et tout. C'était un carnage. les chiens ont mangé les volets. Ouais. C'était déjà les chiens doux. J'ai jamais entendu Je savais même pas ça. qu'il y avait des chiens de base. Ouais, d'accord. Et du coup, j'avais la garantie Visal. Et donc, moi, je parlais pas pour le fait de l'impayé, effectivement. Je parlais par rapport aux garanties par la suite. Et en fait, la problématique de garantie Visal, c'est que tu es remboursé qu'à hauteur de 2 mois de loyer maximum. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 5 000 € de réparation et j'ai été remboursé que Oui. 1 700 €. Quand il y a des dégâts, oui, ils remboursent pas beaucoup. Ouais. Donc, Par contre, si c'est juste le loyer, ouais, là, ils te remboursent vraiment la totalité sans carence pendant 3 ans. Mais effectivement, s'il y a des dégâts, c'est à hauteur de 2 mois de loyer. Ouais, c'est pas énorme. Juste, il y a une dernière aussi solution pour les impayés, c'est d'avoir un bail authentique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un notaire qui te fait le bail. Donc, moi, je fais l'état des lieux par un huissier. Donc, comme ça, c'est une personne qui est assermentée. Et le bail aussi par un huissier ou un notaire. Et du coup, c'est un bail qui est authentique. Donc, s'il y a impayé ou s'il y a destruction, tu as la preuve d'un huissier qui est venu, donc quelqu'un qui est assermenté. Et en cas de non-paiement, tu peux aller saisir sur salaire directement beaucoup plus rapidement que 3 ans. En cas de non-payé, pareil, expulsion beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, vu que tu rentres dans un tribunal, c'est quelqu'un d'assermenté qui l'a fait. C'est quelqu'un qui a de la valeur auprès de... Il y a moins de débat, quoi. Exactement. Et allez, tu prends 2 garants. Moi, je prends toujours 2 garants avec revenus. Et du coup, en fait, tu saisis sur salaire directement et ça va beaucoup plus vite. Ok. Et ça coûte plus cher. Ouais, ça coûte de cher faire par ça contre. Ouais. En gros, ça coûte 1 mois de loyer. Comme ça vaut le coup. Ça de vaut le faire. ça change Enfin, tout. honnêtement. En fait, si tu vas te dire, tu as 10 locataires. Donc, si tu as 700 € de loyer, ça te fait 7 000 € sur les baux. Par contre, quand tu en as un qui paye pas, c'est rentable tout de suite, quoi. Donc, Ok. Et surtout, ça fait peur. Moi, quand je vois mes clients, enfin mes locataires en l'occurrence, et que je leur dis, bah voilà, c'est un huissier qui vient faire l'état des lieux et le bail. Ok. Et Ça calme, quoi. du coup, ça met la pression tout de suite. Mm. Et sinon, je dis, bon, bah, si t'as 10 jours de retard ou 5 jours de retard, bon, bah, c'est l'huissier qui passe. Et là, du coup, tout de suite, ça paye parce qu'ils savent que ça va aller plus loin que juste un document écrit fait à la main ou un bail d'un agent immobilier qui a aucune valeur, quoi. Ok, et si on veut, bon alors là ça fait partie de la prévention, mais si on veut faire, alors on n'est pas mentaliste, on ne sait pas percer une boule de cristal, mais est-ce que, comme en dating entre guillemets, il y a des red flags un petit peu quand vous parlez à des locataires potentiels, est-ce que vous avez une liste de red flags où à chaque fois qu'il y a eu tel comportement ou tel truc, ça s'est mal passé en fait? Est-ce qu'il y a des red flags? Ou des orange flags ou voilà, Moi, j'en ai ou des eu green flags, bref. au téléphone ou en fait, par exemple, il y a une personne qui dit, moi, je n'accepte pas trop ce genre de profil pour voir leur réaction. Non, mais moi, je suis quelqu'un de carré, je suis hyper sérieux. Souvent, quand quelqu'un se survend ou qu'il est en mode, par exemple, j'en ai besoin demain ou je veux, c'est disponible quand ou alors la question, vous prenez quel type de personne? C'est-à-dire qu'en fait, ils savent qu'ils sont pas dans les critères, donc ils demandent si c'est possible. Déjà, c'est red flag de direct. Moi, je demande aussi les informations de l'ancien propriétaire. Ouais. Et s'ils sont là à bégayer, à dire pas dispo. bah non, j'ai pas de quittance. Ah bon? Bah non, je suis logé à titre gratuit. Je sens que c'est obligatoire. Donc, donc c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Donc ça. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute en réalité. C'est ça. vraiment la phrase là. Hein. Vaut mieux attendre 1 mois de plus de pas avoir locataire que d'en prendre un. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai voulu prendre en vitesse que j'avais pas locataire. Bon, bah, pire choix de ma vie. Maintenant, je fais hyper attention. Ça m'est arrivé aussi. En fait, on est tous dans cette situation. Et c'est là où faut apprendre. Mais c'est pas mal comme question, ça, l'ancien propriétaire et tout. Déjà, les quittances, normalement, c'est le minimum à avoir. Si t'as pas de quittance, c'est mort. Rappelez ce qu'est la quittance. C'est le propriétaire actuel qui fait un document comme quoi tu as bien payé, tu es à jour de tes loyers, en fait. Et c'est un document qui est obligatoire. C'est comme une facture, on va dire. Ouais. Tu n'as pas le droit en tant que propriétaire, tu n'as pas le droit de refuser de le faire si c'est payé. Ouais, c'est un bulletin de notes, quoi. Par contre, en tant que propriétaire, t'es pas obligé de l'envoyer tous les mois. Non. Sauf si le locataire te le demande. Là, oui. Exactement, t'es pas obligé. Par contre, quand on te demande, t'es obligé. Ouais, exactement. Non, mais ok, ça nous fait une bonne petite liste. On va passer au message que nous a envoyé Victor, qui a pas mal de questions comme Pierre à nous poser. On va l'écouter tout de suite. Salut Amaury et salut l'équipe d'Allo la Martingale. J'avais une question sur la stratégie d'investissement immobilier. Je me demandais s'il vaut mieux investir plutôt en ville ou à la campagne. Et est-ce qu'il est préférable de faire une grosse opération ou plutôt plusieurs plus petites dans le temps?
me pose aussi la question du cadre. C'est-à-dire qu'à partir de quand est-ce qu'un investisseur doit arrêter d'acheter à titre personnel et à quel moment ça devient pertinent de commencer à structurer ses investissements, par exemple via une société ou une organisation plus formelle. Voilà, merci beaucoup pour votre future réponse et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Victor pour ton message, c'est sympa. Et puis belle journée à toi également, évidemment. Bon, intéressante la question de Victor. Louis, c'est vrai que on se demande un petit peu à chaque fois, une fois si on veut se lancer en locatif, où est-ce qu'on le fait en fait? On se dit toujours, vaut mieux être dans les grandes villes plus ou moins attractives où il y a, je sais pas moi, du travail, des universités, des transports. Et parfois on se dit, vaut mieux aller à la campagne parce que c'est moins cher. Et il y a des zones qui peuvent prendre en valeur. Mais d'un autre côté, si t'achètes un truc à la campagne mais qu'il y a personne et que c'est un peu la diagonale du vide, ça va pas être très rentable. Voilà, où est-ce qu'on achète? Toutes les questions qu'il a posées, franchement, elles sont excellentes. Moi, je les entends tout le temps. Et d'ailleurs, ils sont beaux, nos éditeurs. Non, franchement, on a de la chance. Hyper pertinent et tout. Et j'ai même fait une vidéo la semaine dernière sur ça, parce qu'on me pose la question. Et moi, justement, j'ai une stratégie d'avoir 3 piliers. Et le premier pilier est d'investir en campagne. Par exemple, moi, mes plus gros investissements sont entre 2 grandes villes, à 30 minutes de chaque ville, donc je suis au milieu. Et ça me permet de faire énormément de cash flow. C'est-à-dire que j'achète des biens qui sont pas très chers, je les rénove, parce qu'en réalité, il y a très peu de monde sur le marché. Et je les loue beaucoup plus cher, je les loue le prix d'une ville en réalité, et ça me permet de faire un bon cash flow et d'avoir un pilier patrimonial qui est important pour relever de la dette. Oui, mais alors attends, là tu vas entre 2 villes, tu vas une demi-heure de chaque ville en gros, du centre-ville quoi, ouais, max, ouais. max quand même, tu te dis ok. Exactement. Et alors tu rénoves, mais tu loues plus cher, t'arrives à louer? Tu loues, moi par exemple, pour te donner un exemple, je suis à 20 minutes d'Amiens. Donc c'est une petite campagne. Par contre, la tension locative, je pourrais te montrer parce que je suis en train de louer 3 appartements. J'ai 200 messages. C'est dingue alors que tu es dans la campagne. Et moi, je loue un 80 mètres carrés, 760 €. Mais comment t'expliques ça Parce qu'il y a une pénurie du logement et encore plus des logements aux normes. Quand je dis aux normes, c'est DPE qui est bon, avec des belles prestats. C'est-à-dire que moi, je mets des cuisines toutes équipées, carrelage en marbre qui vaut 11 € du mètre, donc ça coûte pas cher pour du carrelage, mais ça reste du marbre. Tu mets des belles prestats. En fait, tu aménages le bien comme si tu étais dans une grande ville, mais dans une campagne. Donc les gens, évidemment, qui sont trop contents d'avoir des beaux logements, là où l'immobilier est un peu à l'abandon dans les plus petites villes. On est là, t'as un avis là-dessus là, sur un petit peu la localisation, tout simplement, dans quel genre d'endroit tu vas acheter, toi? Moi, j'ai acheté en Ile-de-France un studio dans les Yvelines. On sait pas si on a 45 minutes, 1 heure de Paris en train, c'est bien desservi. Pas loin de Versailles. En tout cas, les petites surfaces se louent très bien en Ile-de-France. Ça peut être rentable. Bon, après, il faut bien négocier, mais c'est toujours pareil. Mais on peut trouver du 8% net en Ile-de-France si on fait de la coloc ou du logement meublé. Donc moi, j'ai investi en Ile-de-France et j'ai aussi investi un petit peu comme Louis dans des villes moyennes, 30 000 habitants, voire moins. Parce que j'ai vraiment tout testé. Je me suis dit, est-ce que dans les petits villages, ça peut se louer et dans les villes aussi moyennes de moins de 30 000 habitants, par exemple. Alors là, effectivement. Jayan, notre ingénieur de son que vous connaissez ici, me dit où ça dans les îles? Et il est très intéressant parce que Jayan veut faire un invest. Donc voilà. Non, là, t'es bien là. Voilà. Donc, non, mais dans les Yvelines, t'irais où là pour les gens dans les Yvelines qui nous écoutent ou aux alentours? Alors, j'ai proposé un bien pour une cliente à Versailles, l'Étang-la-Ville. Ok, d'accord. Là où j'habite. J'ai grandi à l'Étang-la-Ville, voilà. c'est pour ça. Voilà. Très sympa. Ouais. Il y a aussi Plaisir. Ok. Mais voilà, ça, c'est des zones que tu recommandes honnêtement. Tu vois, typiquement, on va prendre un cas concret. Jayan qui veut faire un investissement locatif, qui habite dans les Yvelines ou pas loin, je crois. Voilà, à Poissy, très exactement. On salue tous les habitants de Poissy. Alors, je sais pas ce que c'est le nom, comment on appelle les... Bon, je vais pas le tenter. Je vais pas le tenter. Je suis de Normandie. Mais Poissy aussi, ça peut être pas mal, mais c'est Plaisir. C'est plus. Je sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Ben non, mais c'est ça. Plaisir, ouais. Moi, je suis de Normandie, donc vous avez pas le droit de me regarder comme ça. Je sais pas. Moi, je suis normand. Pour info, l'Étang-la-Ville, on appelle ça les Stagno-Villois. Oui, voilà, vous aurez pas pu trouver tout seul. Ah, donc, oui, mais non, franchement, dans les Yvelines, là, si Jeanne devait faire un investissement locatif, est-ce que tu as des villes où tu te dis, tiens, là, ça pourrait être pas mal, quoi? J'ai un studio là, l'Étang-la-Ville d'ailleurs. Il y a tout à refaire. Mais c'est intéressant parce qu'on peut bien le négocier. Comment elle regarde Jayan. La promesse est prête, on t'attend. Et puis c'est dans la résidence où moi j'ai investi, donc je sais ce qui se passe. Ils ont fait des travaux, le DPE il sera bon. Ok. Mais du coup, il est toujours en vente parce que les gens, en vrai, ils ont peur des travaux. Pourquoi tu l'achètes pas toi alors? Parce que pour le moment, j'ai investi à l'étranger.
Ah, c'est ça qu'on Voilà. veut. Ah non, mais attends, on va en parler On va en après. parler après. Bon, du coup, mais au-delà de détendre la ville, je sais pas, allez, si t'as 2-3 villes à donner où tu te dis, tiens, pourquoi pas, et pourquoi en gros, tu vois. Si tu devais, sans parler de bien forcément, mais des villes dans les Yvelines, Louis, bien sûr, pour Normandie, mais bon, c'était un avis là-dessus, sur les villes dans les Yvelines, peut-être moins que Ornella. Mais... Aucun. Moi, je pars du principe qu'il faut investir dans. Je préfère avoir une maison que je divise en plusieurs logements pour diversifier le risque. En tout cas, pour le moment. Et dans les Yvelines, un exemple de ville ou une typologie, je sais pas. Aujourd'hui, par exemple, l'étang-la-ville, je sais plus Ouais. combien il y a d'habitants. Honnêtement, 6 000, je crois. 6 000, moi, j'allais dire comme 5 000. ça, ouais. Voilà. Ben, Là, c'est- moi, au début, je me suis dit, bon, est-ce que ça va se louer? Je sais pas. Parce qu'il y a plus, je pense que l'étang-la-ville, c'est un peu plus propriétaire que locataire. Donc, j'ai testé, j'ai mis une annonce. Et je te remercie. Voilà, je sers de l'eau en live. Voilà. Donc, j'ai Merci. fait une annonce et j'ai vu que j'avais plein de demandes. Et donc, en un mois, ça s'est loué, quoi. De toute façon, la fausse annonce, déjà. Ouais. Ça, C'est ce qu'il faut faire. Il y a tellement de tester. trucs. Mais oui, c'est ça. Ah, alors ouais, ça c'est un bon tips. Ouais, Genre, tu mets une annonce donc sur le GN, Bon il Coin. peut aller faire des fausses annonces pour tester. Ouais, tu mets une annonce sur le Bon Coin. Tu prends ton studio, appartement en photo. 15 mètres carrés. Le mien, il fait 15 mètres. Je le loue 600 € par mois. Meublé. Ok. Putain, les prix sont fous. Ouais. Plus c'est petit, plus c'est rentable. C'est pour Ouais, ça. ça, c'est vrai. En Ile-de-France, moi, je recommande vraiment les petites surfaces. Les plus petites surfaces possibles, ouais. Ok. Ouais, GN, il note, hein, je peux vous dire que. Et Ouais, les il est immeubles. roadmap, là. Là, il est prêt. Hors Ile-de-France, des immeubles. Acheter des immeubles. Ouais. Ou des biens en monopropriété ou copro bénévole. Pas dans les grosses copros, Ah non, où pas t'as du les tout. assemblées, les ascenseurs à réparer. Ça, j'ai un client qui voulait rester là-dedans. C'est un carnage. Mais donc, en gros, dans les Yvelines, petite ville, petite surface, ce que tu dirais. En Ile-de-France, Oui, en de manière Ile-de-France, générale, enfin, oui. les Yvelines, parce qu'on parlait Oui, des oui, Yvelines oui, avec GN. bien mais sûr. voilà. Ok. Bien sûr. Ok. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux faire une seule grosse opération, toujours dans la question là, de Victor, ou alors plein de petites à droite à gauche? Moi, je pense. Alors, ça dépend comment tu le fais. Au début, si t'en fais plusieurs petites, tu vas juste te perdre. Moi, ce que j'avais fait. Moi, alors, je dis ça, mais j'en ai fait 4 en même temps. J'ai Après, acheté- je sais pas ce que ça veut dire, petite opération, grosse opération. Bah, est-ce que c'est. Je pense que c'est soit un seul logement, ou alors tu fais des maisons où t'en fais plusieurs. Oui. Ok. Moi, sur le papier, tout de suite, je répondrais de faire plusieurs logements, d'acheter des grandes maisons que tu divises en plusieurs lots. Parce que, typiquement, si t'investis en campagne, moi, mes maisons, j'ai fait 6 logements, je l'ai acheté 100 000 €. Donc, tu l'achètes le même prix qu'un studio, j'imagine, par ici. Par contre, tu le divises. Donc, t'auras plus de travaux, évidemment. Par contre, tu divises le risque par 6 et tu peux le faire étape par étape. Et ça te permet, d'en fait, au lieu de faire un projet, et ben sur le papier, t'en fais 6 tout de suite. Mais en finançant qu'un. Ouais, ou t'achètes Parce un immeuble. Ouais, c'est ça. Ouais, après, l'immeuble, tout de suite, c'est plus cher. Moi, je trouve que les budgets, en tout cas, ou alors tu décides d'acheter des immeubles à rénover, Par exemple, cher, à partir de combien? bah ça dépend. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent. J'ai commencé avec 1 900 € par mois. Donc, j'avais 130 000 € de crédit possible, De pas capacité plus. d'emprunt, ouais. Ouais. Donc, j'avais pas le choix On peut que de trouver, me- moi j'ai trouvé, bon, c'est des petits, c'est 2-3 lots, 80 000 €. Bon, un mais du petit peu coup, de vous travaux. feriez plutôt, pour commencer, une seule grosse opération, entre guillemets, plutôt que plusieurs La première petites. opération Ouais. Ben moi, la première opération, c'est mon achat-revente résidence principale. Donc, c'est une petite. Ok, d'accord. Et Ça dépend tellement de la personne. En fait, ça dépend de la personne, le temps. oui, encore et une le fois, attention à ce risque, qu'on dit, mais c'est comme Oui. Ornella disait, bah moi j'ai acheté ma résidence principale, mais parce que c'était une opportunité. Voilà. C'est ça. Encore Oui. une fois, on dit des choses, mais ça dépend aussi de vos situations, Faut des opportunités vraiment- que vous ouais, avez. ouais. Mais là, La dans- volonté prêt à y mettre, le risque à jouer. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça m'a rassurée au départ de commencer petit. Et c'est vrai, ça rassure tout le monde. Ouais. Mais bon, j'étais pas accompagnée, j'étais vraiment toute seule. J'ai dit, je vais tester ce studio, je sais que les temps d'avis, ça va prendre de la valeur. Effectivement, ça a pris de la valeur. Et je me dis, ok, ça m'a rassurée, maintenant je veux des immeubles. Parce que Puis ça les va travaux beaucoup plus aussi à vite. gérer au début, c'est plus simple que quand t'as 4 logements, quand t'en as qu'un. Ouais. Ça Voilà, permet de te j'avais- mettre vraiment sur le chemin, ouais. quoi. Voilà, j'avais pas de travaux. Bon, Du bah, coup, j'ai acheté un immeuble, j'ai fait tous les travaux à ouais, distance. voilà. Un immeuble à 3 heures de chez moi. Oui, mais Et... t'es exceptionnel, c'est ça la différence. Bon, après, là c'est un peu dans le reste de la question, c'est un peu un autre game, mais à partir de quand un investisseur doit arrêter d'acheter à titre personnel, entre guillemets Moi, Ça, j'imagine que c'est créer une holding, enfin une boîte, un truc. Quand Ça- la banque te bloque. en vrai, même pas, moi, je trouve. Parce qu'il y a la question de la banque qui est hyper importante, mais la plus importante avant tout, c'est la fiscalité. Est-ce que le but est de vivre de ce bien? Est-ce que le but est d'avoir du patrimoine à céder? C'est-à-dire que si tu comptes vivre sur tes loyers, bon, bah, il faut que tu fasses plusieurs opérations pour te dégager un revenu sur ton compte personnel. Si le but, c'est d'aller très vite, de renchaîner, de créer un gros patrimoine, comme nous, je pense, et de pouvoir faire des projets professionnels avec des grosses valeurs, et potentiellement même de transférer à tes enfants plus tard, pour moi, dès le début, t'investis en société. Et alors, tu fais comment? Tu crées ta première SCI. Soit tu fais des SCI. Souvent, ça dépend de comment tu décides, mais soit tu fais une SCI par bien, par immeuble. Ou alors, quand tu es un gros investisseur, tu fais tous les 500 000 ou tous les 1 million en fonction d'eux.
Et une fois que tu as plusieurs SCI qui tournent contre la valeur, là, potentiellement, tu peux te dire, je fais une holding ou tu cèdes les parts. Mais la holding, la réelle importance d'une holding, c'est quand tu as des sociétés opérationnelles qui te ramènent du cash. Après, si tu fais des belles plus-values ou des gros cash flows, tu peux faire une holding avec 4-5 SCI, ça peut être aussi intéressant. Ça, c'est si ça devient rentable. Quoi. Ouais, s'il y a c'est de la quand vraiment rentabilité, ça devient là, ok. une de tes activités principales. Ok. D'ailleurs, le dernier Allô la Martingale, si vous nous découvrez là, on parlait justement de fiscalité. Il y a un short sur la fiscalité qui a très bien marché. Décidément, en France, ça intéresse pas c'est mal la de base. monde. Donc, non, mais allez voir. Et on parlait justement de holding, pas holding, les avantages, notamment par rapport au plan de loi de finances 2026 qui arrive bientôt, peut-être avant le mois de décembre, j'espère. On verra. Typiquement, sur mes loyers en nom propre, je paye 47% d'impôts. Ouais. Donc c'est flat. Tout dépend de ça, ton imposition et tout dépend si tu fais des travaux ou pas. Ouais, si t'as un gros salaire que tu veux déduire. En fait, c'est encore une fois, l'immobilier, ça correspond tellement à tout le monde et à personne. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. C'est bien de faire les deux. Moi, j'ai acheté en nom propre et en société. La fiscalité est différente. Mais si demain, j'ai un client qui me dit je gagne 150 000 euros par an, je dis non, tu t'ouvres une société tout de suite parce que tu vas te faire allumer par les impôts. Tu vas donner 80% de tes loyers, voilà. c'est Après, plus rentable. Après, il y a la SCI à l'IR et à l'IS. Donc, SCI à l'impôt sur les revenus, c'est comme si tu achetais en nom propre. Donc, la fiscalité est la même qu'en nom propre. Donc, faut... Pour te dire la vérité, j'ai jamais réellement compris, à part le fait de ne plus avoir la plus-value par la suite. Mais c'est quoi l'intérêt d'acheter un SCI à l'IR et pas d'acheter un nom propre ? J'en ai aucune idée. Pour moi, mon avis, c'est pour la transmission et pour faire. Ah, tu cèdes des parts. Tu cèdes des parts et quand tu t'associes avec plusieurs personnes ou avec des personnes, enfin ta famille, si tu veux les. Ouais. Pour la transmission des parts, c'est plus simple. Oui, souvent ce type mais de capsule l'imposition est le même. d'enveloppe. Ouais, souvent ce type de capsule c'est ça, d'enveloppe. pour ça. Oui, mais ça va dépendre souvent. En général, ça dépend du projet. Ça va dépendre effectivement si tu veux transmettre. Si tu veux transmettre, je comprends. Mais oui, c'est sûr. Après, bon voilà, s'il y a des fiscalistes qui nous écoutent. Après, nous, c'est notre métier, donc évidemment, on est plus à l'IS quand même. Oui, moi je suis à l'IS, parce qu'on veut faire du meublé, du non meublé, on est moins imposé. On est moins imposé dans tous les cas. Ouais. Puis nous, on optimise carrément la fiscalité avec le holding. Ouais. Après, voilà, pour les questions vraiment très poussées fiscales, vaut mieux se diriger vers un fiscaliste. Ou vers nous. Non, mais les premières, en tout cas. Mais c'est vrai que nous, on l'a fait, donc on sait, mais on n'est pas non plus ça dépend des cas, ça dépend des cas. En fait, la différence, c'est que là-dessus. Entre un avocat et nous, on va avoir la partie stratégie, refinancement, le fait de racheter des biens, où là, un avocat aura la partie uniquement fiscalité et protection du patrimoine. Donc, je pense que les deux sont assez complémentaires, même si nous, on n'est pas assermenté à le dire, on saura quoi mettre en place pour l'optimiser, pour enchaîner plus tard. À partir de quand, c'était la dernière partie de la question de Victor, à partir de quand on structure ces investissements ? Alors quand il dit structurer, j'imagine que c'est quoi ? C'est organisé, peut-être, je sais pas comment vous comprenez. Je pense que ça veut dire structure professionnelle, SCI, SARL, SAS. Moi, c'est quand j'ai vu que la banque, elle me prêtait plus en nom propre. Donc là, tu as essayé de trouver des combines un peu, c'est ça ? Ouais, j'ai essayé, ok, comment je peux continuer à investir alors si je suis full là T'as fait quoi ? Je me suis associée à mes parents, retraités. Et donc, ma banque spéciale investisseur, que j'aime bien l'appeler comme ça, du coup, c'est une banque, il faut obligatoirement passer par un courtier pour passer par cette banque. Les taux sont un peu plus élevés, mais elle prête à des conditions vraiment hyper intéressantes. Sur 25 ans, sans apport, travaux inclus. Avant, ils ne prêtaient pas les travaux, maintenant ils prêtent. Avant, ils ont prêté jusqu'à 35 ans. Ça, c'était vraiment génial. Arrête de nous faire rêver, s'il te plaît. Arrête de nous faire rêver. C'était vraiment génial. Et du coup, en fonction de... mon père, c'est 2 500 euros de retraite. Ma mère, pas de retraite. Mais, 10 000 euros d'apport, enfin 10 000 euros de côté. Et une maison payée. Donc, ça les a rassurés. Donc, en fait, ils sont cautionnaires du prêt. Donc, pour que le prêt puisse passer, j'ai mis mes parents dans la SCI. Et ensuite, j'ai racheté leur part. Ça, c'est une très bonne stratégie que très peu de gens osent faire. Voilà. Souvent, quand je pense que t'as la même chose, mais dès le début, quand tu vas dire, pour investir, ça va être simple, même quand t'es en alternance et tout, prends quelqu'un qui est caution. Les gens, non, personne voudra. C'est faux. Rémunère-les, tes parents voudront, ton frère voudra, ta sœur, ton oncle. Si tu leur proposes d'avoir quelque chose en échange et qu'en plus, c'est structuré via une société, ils prennent aucun risque, ils gagnent de l'argent, toi aussi. Et il faut vraiment le rentrer en compte parce que la plupart des gens te disent, non, c'est pas possible, j'investis tout seul. Jehan, il va mettre toute sa famille dans le coup là. Tu peux. Il va rentrer ce soir. Tu vas acheter 15 studios en fait. Tout le monde. il va racheter tout Paris. Ouais, c'est sûr. On va écouter la question de Sylvain qui se demandait si fallait faire plutôt des SCPI à crédit ou de l'immobilier locatif. On écoute tout de suite Sylvain. Allô la Martingale. Salut, c'est Sylvain. J'ai 31 ans à Nantes.
Je voulais vous demander vers quel choix d'investissement aller entre SCPI à crédit ou IMO locatif à crédit également. J'ai déjà ma résidence principale sur 20 ans de crédit, mais je suis pas au maximum de mon taux d'endettement. Et à côté de ça, j'investis en CTO et en PEA un petit peu. Je suis marié, j'ai pas d'enfant encore, mais je veux quelque chose quand même de relativement simple à gérer et qui peut se rembourser un peu tout seul. Donc voilà, ciao. Merci Sylvain pour ta question. Voilà, on salue tous les Nantais. On va faire toutes les villes de France aujourd'hui, hein. Non, mais merci. Bon, en gros, déjà, il est propriétaire de sa résidence principale, donc c'est bien. PEA, CTO, donc là on n'est pas dans l'immobilier, mais c'est bien, continue, n'hésite pas à nous envoyer tes questions. Voilà, on va faire des spéciales ETF, des spéciales stock picking pour la bourse, donc envoie-nous toutes tes questions. Et là il se demande, voilà, il me reste un peu de capacité d'emprunt, est-ce que j'emprunte pour faire de la SCPI ou est-ce que j'emprunte pour faire de l'immobilier locatif? Alors j'imagine que ça dépend des cas, mais Ornella, tu ferais quoi toi? Enfin, t'as un conseil à donner là-dessus? Moi, personnellement, j'ai pas investi en SCPI. Je préfère être propriétaire de mon bien ou m'associer à d'autres personnes si jamais j'ai pas toute la capacité d'emprunt. Pourquoi? Parce que je sais pas ce qu'ils vont faire je sais pas vraiment où va aller mon argent. J'ai pas le contrôle dessus, on va dire. Okay, ouais. Donc c'est parce que c'est moi, hein. Oui, mais et je prendrai encore moins de crédit. Je ferais pas un crédit pour investir en SCPI. Ah, tu le ferais pas, ça? Non. Ok. Non, Louis? pour moi c'est un peu trop risqué. Enfin, pour moi. Okay. Après peut-être que j'ai tort, mais voilà, je préfère utiliser ma capacité d'emprunt pour choisir mon bien, le toucher, il est là, voilà. Ok. Louis, toi, En vrai, je la rejoins complètement. Alors déjà, je pense qu'on était d'accord, on avait déjà échangé sur le sujet. On n'est pas du tout apte à parler de la SCPI. Moi, sincèrement, j'y connais rien. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Quitte à vouloir avoir un investissement passif, autant continuer sur un PEA ou un compte à terme. Je trouve ça, c'est de la bourse, c'est des grosses entreprises. Alors là, la seule différence, c'est qu'il peut pas s'endetter pour faire de la bourse. Là, la SCPI, il peut s'endetter. Voilà, je pense que la question se pose. Et en tout cas, c'est bien de reconnaître que vous dites, voilà, la SCPI, c'est pas mon truc, mais moi, je préfère faire ce que vous faites, c'est-à-dire un investissement locatif. Après, l'avantage, entre guillemets, que peut avoir la SCPI, c'est que tu gères pas. Tu vois, c'est ça le truc. Après, il y a plein de choses à mettre en place pour pas gérer réellement tes biens en fonction de ce que tu as. Et la problématique de la SCPI, c'est que souvent, en plus, c'est la banque qui te la vend. Donc, ils prennent des frais dessus. Enfin, en fait, ça t'assomme plus que ça, évidemment, les SCPI, faire gaffe. Il y a un peu de tout. Hein. C'est ça. Et souvent, je pense que s'il lève de l'argent, c'est que ça va être potentiellement la banque qui va lui vendre. Alors là où l'immobilier locatif, effectivement, tu vas avoir un bien que tu vas gérer ou non en train de mettre en place. Mais si tu as besoin de trésorerie, que tu as besoin de vendre, tu vois, tu peux faire la gestion. La SCPI, si c'est pas le bon moment, tu peux pas vendre. En immobilier, tu vas me dire c'est pareil, mais tu restes quand même plus maître d'un bien qui est à toi à 100% que de part d'une SCPI où tu sais qu'au début, je crois qu'il y a un pourcentage au début où tu n'as pas le droit de vendre pendant tant de temps. Il y a des choses comme ça en place, là où un bien immobilier... la SCPI, c'est pas liquide. Hein. C'est ça. Oui, faut le dire. Là où un bien immobilier, en réalité, même si c'est pas liquide de base, ça l'est plus. Oui. Disons que t'as la main. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un entre-deux, typiquement, quelqu'un qui dit, bon, ok, je suis pas très chaud de faire de la SCPI, mais j'ai pas la bande patiente et j'ai pas la passion non plus d'aller faire moi-même du locatif, d'aller acheter, rénover, voilà, et puis gérer des locataires, je peux pas ou j'ai pas envie. Il y a un juste milieu, comment on peut faire? Déléguer toute cette partie-là. Ou alors, il y a soit les crowdfunding, qui est un peu plus faire facile. Du crowdfunding immobilier, quoi. Investir sur les grosses plateformes, ou alors investir via des personnes autour de toi. En réalité, je pense que dans ton cercle, proche ou loin, il y a toujours des gens qui font de l'immobilier. C'est tellement un métier large qu'il y a forcément des gens qui vont être intéressés par le fait d'avoir des fonds qui vont te rémunérer. Et c'est pas la première chose qu'on se dit, mais je pense que c'est ça au crowdfunding. Ou alors déléguer l'entièreté. Déléguer entièrement l'entièreté à une entreprise. Tu gagneras moins d'argent, mais ça reste mieux qu'une SCPI. Mais ça te prend moins de temps, quoi. Exactement. Ok. Bon, on va parler, dernière question, de SCI. Avec Frédéric qui nous a laissé ce message. On écoute tout de suite Frédéric. Salut la martingale, voilà, je m'appelle Frédéric, je suis kiné libéral. Tout d'abord, j'adore votre podcast, j'apprends plein de choses et c'est vraiment top. Donc voilà, j'avais une question plutôt sur les SCI. Donc pour situer un petit peu ma situation, donc il y a 5 ans, on a acheté notre cabinet avec ma femme. Tout le cabinet, on a acheté un plateau d'à peu près 200 mètres carrés où sur une partie, on a fait notre cabinet et sur une autre partie, on a loué en bail commercial à une boîte. Donc du coup là, ça fait 5 ans, on commence à arriver au bout d'un prêt.
Les immobilisations commencent à arriver à leur terme et petit à petit, la SCI passe de déficit et va progressivement passer en bénéfice. Donc, c'est peut-être un peu technique, mais là, l'idée, c'était quelle serait pour vous, alors pas forcément la meilleure solution, mais des axes possibles pour éviter justement de payer trop d'impôts et de recréer de la dette dans la SCI? Est-ce qu'il faut réinvestir sur un bien? Est-ce par la SCI, on peut réinvestir sur des SCPI ou autre? Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'éviter la fiscalité mieux possible sur la SCI, hein, parce que en tant que professionnel de santé, on n'est pas les mieux lotis niveau tarif. Voilà. Mais le combo, d'un côté, notre activité libérale où on se donne un loyer à nous-mêmes et d'avoir un bail commercial à côté, c'est vraiment un levier assez puissant et en termes de rentabilité, on est vraiment assez bon. Voilà. Merci à tous. Hâte de vous écouter, d'écouter les futurs podcasts. À bientôt. Merci beaucoup Frédéric pour ton message, très sympa. Alors je sais pas comment était le son chez vous, nous il y avait des petites hachures. Vous avez compris quand même la question de Frédéric sur la SCI. Est-ce que quelqu'un peut-être, vu que ça hachait un petit peu, il y en a un ou deux qui est capable un peu de résumer un peu, en gros son problème, le problème de Frédéric ou pas? Bah en fait il a expliqué, je me permets. Il a expliqué le fait que là, il a fini de rembourser son bien, donc l'amortissement est au maximum, à ce que j'ai compris, et il gagne bien sa vie avec le libéral. Et il a investi dans des locaux où lui paye une partie, donc lui personnellement paye une partie de ses locaux et alloué l'autre. Donc ça fait qu'il devient bénéficiaire et va payer potentiellement de l'IS, j'imagine, s'il a mis sur l'IS ou à l'IR, je sais pas. Je pense qu'il y a dit un truc qui est très important, c'est le fait qu'il est bon dans la rentabilité de locaux professionnels comme ça. Et en étant libéral, il y a une chose qu'il peut mettre en place, c'est le fait d'investir dans des locaux comme ça partout. Et le mettre en place en sachant que lui dire « Moi, je suis libéral, je sais faire, je le fais pour moi. » Donc, tu le mets en place pour les autres. Et tu crées de la dette comme ça en achetant potentiellement d'autres locaux. Et ça fait qu'il peut faire des rentabilités folles en se créant un patrimoine avec des gens qui sont du coup professionnels, donc pour les impayés, etc., t'en as quasiment jamais. Ou alors, l'autre réponse, ça peut être aussi d'investir dans des biens plus, ce que je t'avais dit, patrimoniaux, avec de la réelle valeur dans des grandes villes qui perdent de l'argent, par exemple comme à Paris, où t'expliquais que les loyers sont moins chers que les encours. S'il peut se permettre, ça peut être intéressant parce qu'en fait, il perdra de l'argent mensuellement, donc il déduira son imposition. Par contre, tous les ans, il prend 3, 4, 5% sur le patrimoine. Et donc, dans 20 ans, il aura fait, x2 ou x3. Et ça aura été rentable parce que ça aurait été payé par ses impôts qu'il aurait dû payer de base. En tout cas, une partie. Oui, c'est une stratégie différente. Oui, t'as très bien résumé, Louis. Merci. De toute façon, il faut réinvestir. T'as très bien résumé, très bien répondu. Voilà. Ça, faut réinvestir de toute façon. C'est hyper important de prendre en compte ses points forts et ses points faibles. Là, il a l'avantage de l'avoir déjà fait dans je pense que c'est des cabinets médicaux. Ouais. Donc ça, c'est un truc qui peut se développer. Quand tu sais faire un truc, l'objectif en immobilier, tu fais un truc, tu le développes partout et que c'est copie conforme. Tu copie-colles. Et via différentes SCI, via différentes structures potentiellement. Mais là, ça veut dire qu'il a quelque chose qu'il a déjà mis en place, qu'il sait faire. Maintenant, il n'a plus qu'à en acheter partout dans toutes les villes de France, s'il veut aller loin, évidemment, et le mettre en place en disant voilà, moi j'en suis un, je le fais pour moi, je le fais pour vous. Donc, pas de SCPI. Hein. Non, s'il te plaît. Alors, j'ai entendu SCPI. T'as des points forts que d'autres n'ont pas, tu sais faire ce que d'autres ne savent pas faire, alors fais-le. C'est un très bon atout. Ouais. D'accord, ouais. Autre chose à ajouter, on est là ou non c'est ça, réinvestir et comme ça, il paiera pas d'impôts, quoi. Ok, très clair. Bon, écoutez, on a fait un bon tour là. Je propose qu'on passe aux questions cash. Alors, les fameuses questions cash. Première question cash, l'investissement casino. Comme son nom l'indique, c'est un investissement qui est considéré comme risqué, c'est-à-dire que vous avez une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin, c'est pas celle de vos clients, ce n'est pas un conseil en investissement. Là, si vous avez un pari un petit peu spéculatif à faire, parce que comme on le sait, à chaque fois, ce qui rapporte, c'est ce qui est risqué, hein, souvent, ce serait lequel, Louis, là, si tu avais un billet à investir là maintenant tout de suite, ou que tu avais un pari à faire, tirer dans quoi? Je pense que moi, mon objectif à moyen terme, c'est d'aller investir à l'étranger, donc principalement aux US ou dans des villes un peu comme en Thaïlande, etc. C'est un investissement casino. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas encore le sujet parfaitement. Donc selon moi, c'est casino, vu que je ne sais pas. Je pense que ce serait d'investir dans des villes, soit pas très connues, qui vont potentiellement prendre de la valeur via le tourisme, soit dans des villes comme des gros logements comme Miami ou Los Angeles, où la rentabilité est moins bonne, mais je sais que sur le long terme, ça va que prendre en valeur, rien qu'avec l'inflation.
Donc ça serait un peu ça, pas par le fait que c'est risqué, mais par le fait que j'ai pas encore assez de connaissances pour être sûr que ça soit sûr. Enfin, c'est Ok. Ouais, non, mais très clair, très clair. Miami, tu veux acheter à côté de Booba. J'aimerais bien Ouais. un petit 200 mètres carrés, 5 millions, terrasse, on est royal. J'ai un ami qui propose l'accompagnement justement aux États-Unis. Bon, moi je dois Oh Sur là investir. des là biens là rentables, là. donc je te mettrai en contact Moi avec. c'est Sur mon des rêve, biens 25 ans, rentables, je vois. 25 ans, Ouais. 5 millions et Miami, c'est aussi. D'accord. Bah écoute, c'est dit, Bel tu objectif. reviendras. Ouais, oui, je reviendrai. On est là, même question. Moi, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'immobilier. J'ai plutôt pensé à de l'or, par exemple. Ah ouais. C'est toi qui fais monter le cours là depuis les derniers jours. Là. T'arrêtes pas Peut-être. d'acheter. Je dirais l'or et bon, je disais que j'aime bien investir dans ce que je peux toucher, mais je crois au Bitcoin. Ok, d'accord. Je crois que dans 10 ans, il peut atteindre 1 million. Très Ah ouais. bien, ok. Ouais. Ouais, moi je suis assez Il a aligné combien, là là-dessus. Là, il est à. En dollars, il doit être à 90 000. Ah, donc faire x10 en 10 ans. Ah, Donc 10%. ouais, c'est vrai que là, Ouais, vu que ça va. j'investis pas mal dans l'IMO, je mettrais tout là-dedans. Or et Bitcoin. Ok. Ornella est très or. Parce qu'il y a pas or mal de physique, or J'adore numérique. Ouais. Mais en vrai, il y a pas mal de stratégies comme ça où les gens J'adore la couleur. Et... lèvent de la dette avec l'immobilier, remboursent et après achètent dans l'or. Ouais, Ça reste quand même une valeur ultra sûre. oui, quoi. ouais. Ma D'accord. mère me l'a toujours dit. Ou les l'or, diamants. c'est sûr. Putain, elle est une écrue parce que là ça a bien monté. Non, mais c'est vrai que l'or, c'est assez fou parce que, en fait, c'est une valeur refuge. C'est-à-dire que, comme en ce moment, c'est tendu géopolitiquement parlant, bah, les gens, il y a du stress et donc les gens achètent de l'or. Pour moi, la chose qui pourrait faire baisser l'or là à court moyen terme, c'est si ça se détend géopolitiquement parlant, que le risque est moins élevé, que les gens aillent plus sur des actifs de rendement, parce que l'or, il n'y a pas de rendement. Et donc voilà. Mais après, encore une fois, personne n'a de boule de cristal. Ça peut encore monter, comme voilà, on ne sait pas. Il n'y avait pas le président des États-Unis qui avait vendu une partie de l'or pour remplacer par des bitcoins C'est possible. Alors, et ça avait fait baisser un peu le cours. Je suis pas sûr de ce que je dis, c'est pas du tout mon domaine. Alors, à vérifier. Je veux pas te certifier ça, mais je sais que effectivement, à certains moments, en tout cas, alors est-ce que c'est lui, je ne sais pas, mais il y a des gens qui se posaient la question de se dire, est-ce que j'ai pas intérêt à vendre mon or pour aller sur l'or numérique du Bitcoin qui potentiellement a un potentiel de croissance qui serait éventuellement plus élevé. C'est vrai que là, Bitcoin à 1 million dans 10 ans, si ça arrive, ça fait un x10 par rapport à aujourd'hui. Je suis pas sûr que l'or physique fasse x10 en 10 ans. Rien n'est impossible, mais ça me paraîtrait énorme par rapport à la capitalisation déjà actuelle, quoi. Mais encore une fois, personne n'a de boule de cristal à suivre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Allez, deuxième et dernière question cash. L'investissement à 10 ans. Allez, on va rêver. Vous êtes sur une île déserte. En Thaïlande, peut-être, Louis. Voilà. Vous êtes en train d'enterrer un coffre dans le sable. Et ce coffre, vous allez le déterrer dans 10 ans, vous n'y avez pas accès entre-temps. C'est quoi les actifs un petit peu que vous mettez à l'intérieur ? En gros, je précise, le coffre, c'est une image. C'est en gros, vous achetez quelque chose, vous fermez les yeux, vous rouvrez en 10 ans. Voilà. Dans quoi vous iriez, Louis ? C'est hyper dur comme question, je trouve. C'est pas facile. C'est On super. n'est pas là Non, pour poser des questions faciles. on est là pour créer de la valeur, pour Ouais. pas attendre qu'elle arrive. Donc c'est créer de la valeur. Non mais c'est vrai. C'est vrai. On est là pour créer de l'argent et pas attendre qu'elle se crée elle-même. C'était là où la difficulté de la question est assez importante. Mais du coup, je pense que pour être un peu classique, même si ça m'embête de dire comme tout le monde, bah pour le coup, là, t'as 10 ans où t'as rien le droit de faire. Tu ne penses pas, tu l'as pas. Donc là, pour le coup, on a dit le Bitcoin 1 million dans 10 ans. Bon, bah. Tarnella, elle a créé un faux mot Ouais. de ouf, là. Oui, imagine ça explose. Non, mais ouais, je pense que ce serait une clé avec Bitcoin, peut-être un peu plus de petits trucs, même un peu de bourse, des compagnies dans lesquelles je crois. Ok. Potentiellement, je pense que c'est ça, hein, ça va être. C'est un Ok, peu classique. ouais. Et puis potentiellement des clés de logement que j'aurais achetées, que j'aurais laissées dans des campagnes que j'ai pas investies, Ok. qui auront pris de la valeur. Mais... Intéressant. Et Ornella, ta maman, elle en pense quoi du Bitcoin ? Parce qu'elle avait l'air renseignée sur l'or, donc ça m'intéresse. Je n'ai pas demandé son avis sur le Bitcoin, la crypto-monnaie. Il faudrait Elle que je doit lui demande venir, son je avis. Ouais. Ben moi, de toute façon, j'avais mis l'or parce que moi, j'avais Ouais. l'image de vraiment physique. Le Ouais, coffre, ouais, je suis sur ouais. l'île, je me suis Ouais, vraiment les projetée. appartements, voilà, ok. Voilà, très donc bien, je me dis, je peux pas mettre d'appartement dans le coffre. C'est une réflexion. Je peux Ouais, pas- ouais. Donc moi, c'était vraiment en C'est bien, vous êtes numéro 1. pragmatique, c'est bien. Voilà, numéro 1, l'or. Mais si demain j'ai un coffre virtuel, encore une fois, virtuel, j'ai un peu du mal encore, mais bon. La Joconde, peut-être. Les œuvres d'art. J'ai entendu parler des data centers aussi. Ah ouais, ok. Dans les Ouais. campagnes, ça explose. Ouais. Oui, bah avec l'IA et C'est- tout. c'est pas- ça. voilà, hein. Et C'est donc vrai, ça. j'ai le contact de quelqu'un
Donc je vais Donc là, tu es en train de nous dire que je tu vas vais acheter me un data renseigner. center. Je vais me renseigner. Elle a trop ouais. de contacts, hein. Depuis tout à l'heure, dès qu'on parle d'un truc, j'ai quelqu'un. Ouais, non, Ouais, mais c'est ouais, ça. j'ai quelqu'un. Non, mais elle a le bras Génial. long. Je peux vous dire que là, Ouais. si vous Vous manquez êtes un pas numéro, là, c'est mieux que les pages jaunes. Là. Hein, vous On va avez mettre son tout, là. numéro en gros. Ouais. T'imagines? Ouais, data center, là, ça m'a fait tilt tout de suite. J'ai dit, ok, il y a un truc à faire. D'accord. Un truc à Ok. faire. Dans toutes les zones non utilisées, non constructibles, Ouais. c'est un business. Moi, dans la petite campagne que j'ai investi à côté, ils achètent des parcelles ou louent des parcelles. C'est tellement rentable parce qu'en fait, tu fais rien, ils construisent à ta place un bâtiment, ils te louent, t'es sûr que tu sois payé parce que c'est des énormes entreprises. Ça, c'est génial. C'est en vrai, bon, par contre, ça pollue un peu et tout. Oui. C'est pas non plus tout beau, C'est tout pas rose. ESG, quoi. Ouais, voilà. Ok. Faut pas, faut être un peu entre les deux, quoi. Ouais. Sinon, faut faire des bonnes actions à côté et puis ça se passera bien. Faut compenser. Faire des petites BA. Ok. ouais. Ok, bah très clair. Bah écoutez, ça nous fait pas mal de choses. Merci à tous les deux. Avec Et plaisir. puis bah vous reviendrez bientôt nous reparler un petit peu de comment ça avance de votre côté. Ouais. Merci beaucoup d'avoir Plaisir. été avec nous. Hein. Ornella Poulain, donc investisseuse immobilière et fondatrice d'Ornella Conseil Invest. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut te contacter Sur Instagram, Ouais. Facebook, LinkedIn. C'est quoi, Je c'est suis- Ornella Ornella Conseil Invest, ouais. Ornella Conseil C'est ça. Invest. Ok. À l'accent. Ok. Voilà. À la Bah relevée. ouais. Attends, elle est américaine, t'imagines. Voilà. Louis Daif, c'est bien ça que je Exactement. prononce. Voilà. Investisseur immobilier. Pareil, on peut si on a une question à te poser ou quoi, on peut te retrouver où? C'est pareil, Insta, TikTok, YouTube aussi. Ok. Je documente toute ma vie sur YouTube, donc ça peut être intéressant. Et je fais des vidéos sur l'IMO. D'accord. Et c'est Louis Daif, comme ça se prend. D'accord, donc DAIF. Ok, Exactement. et ben merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu aux nombreuses questions qu'on avait aujourd'hui. Et puis quant à vous, continuez à nous envoyer vos questions, mais surtout, prenez le contrôle de votre argent.